Bonjour, bonjour. Voilà, on est presque là pour ce réveil poétique de bon matin. J'attends juste que ma collègue Pauline rejoigne la vidéo. Et voilà, coucou Pauline. Salut Céline! Tu m'entends bien? Mais oui, contente de te retrouver Mais moi aussi, je t'entends. depuis hier. Oui, bonjour, bonjour. Plaisir de Bonjour tout le monde. pour lire de la poésie, c'est chouette. Par ce vendredi matin, du coup, peut-être, comme tu m'as dit que tu avais. Moi, je vais commencer. Comme ça, on alterne, ça te va? Bonjour, bonjour. Alors, pour commencer ce réveil poétique, j'ai choisi un petit poème de Vénus Kourigata, qui est une poétesse libanaise. Alors, si Balou me laisse lire la poésie devant vous, hop là. Aucun chat n'a été maltraité pendant cette vidéo, je tiens à le préciser. Donc, voilà. Et donc, c'est une poétesse libanaise et qui écrit toujours des poèmes un peu mélancoliques et nébuleux comme ça, mais j'aime bien. Et donc, il n'y a pas de titre à ce poème. Le tilleul est mort. Personne ne le sait encore. Celle qui l'élaguait avec ses ciseaux en argent n'a pas compté son âge, n'a pas prévu des larmes pour attendrir la hache. Un vent ignorant a soufflé la lampe. Et ce n'est pas la dernière coulée de résine qui remplacera ses pleurs. Sa photo traîne sur la cheminée depuis que la maison est maison. Lui, debout, sanglé dans son écorce. Elle, arrivant à l'épaule. Des mariés ordinaires. Et une mise en ménage qui comporte sa part d'ombre et d'énervement, quand le tapage des moineaux empêchait les parents de faire la sieste. Dieu, clamait la mère, se tient derrière tous les arbres de la forêt. L'épaule droite plus basse que la gauche, lourde de neige pierreuse à force d'endurance. C'est son souffle qui éteignit notre lampe de nuit, de passation entre deux hivers. Les battements d'ailes de la mésange sourde ne jouaient aucun rôle, ni les invectives de la mère coupable d'avoir cimenté les tuiles avec ses larmes. Pourtant, la tempête annonçait des désordres festifs, des dégradations fignolées par les vents subtils. Tout nous souriait. Et la mère qui portait ses larmes autour du cou telles des perles de mer chaude, les comptait sur nos doigts qui grandissaient, avec le lilas de Perse, le seul à compatir à nos malheurs. Maison posée sur le paysage à saigner de l'air, maison malgré ses murs en papier et ses fumées qui marchent à reculons dans le ciel absent. 4 fenêtres pour allumer la nuit et teindre le jour, et un sentier à 2 traits de crayon. Un vent à 3 cordes fait frissonner la lampe. Vent pilleur de ruches, mangeur de miel sous les yeux de l'apiculteur, vu de dos et qui ne peut que se désoler. La maison est accroupie sur le livre et la page n'est pas tournée. Ah, c'est beau. Tu Ouais, peux me rappeler? le dernier vers, je le trouvais trop beau. En fait, c'est vraiment pour ce dernier que j'avais envie de lire ce poème. Et voilà. J'ai pas retenu le nom de la poétesse. C'est Vénus Kourigata. C'est une poétesse libanaise. Toujours super beau ce qu'elle écrit. Ah, j'aime bien. Merci. Avec plaisir. Bon, mais alors du coup, je vais enchaîner avec un Syrien. Comme ça, ça vient d'Anthologie de la poésie arabe contemporaine qui se trouve en section jeunesse et il est très beau. C'est chez Actes Sud et tout est, c'est édité, je sais pas si on voit, c'est édité, c'est tout écrit en bleu avec en arabe d'un côté et en français de l'autre. Et il y a aussi des illustrations qui sont un peu, Trop chouette. merde, j'ai perdu ma page, du coup, c'est maintenant. Ah non, ça va. Et ça, c'est un poème de Nizar Kabani. Donc, c'est un poète syrien. Ça s'appelle Leçon d'art plastique. Mon fils pose devant moi sa palette de couleurs et me demande de lui dessiner un oiseau. Je plonge le pinceau dans la couleur grise et lui dessine un carré, avec des barreaux et un cadenas. Mon fils me dit tout surpris, mais c'est une prison, père. Ne sais-tu donc pas dessiner un oiseau? Je lui dis, mon fils, excuse-moi. Je ne sais plus comment sont faits les oiseaux. Mon fils pose devant moi ses crayons couleur et me demande de lui dessiner la mer. Je prends un crayon mine et lui dessine un cercle noir. Mon fils me dit, mais c'est un cercle noir, père. Ne sais-tu donc pas que la mer est bleue? Je lui dis, écoute, mon fils, jadis je savais très bien dessiner les mers, mais on m'a confisqué ma canne à pêche, on m'a pris mon bateau, on m'a interdit toute relation avec la couleur bleue et avec le poisson de la liberté. Mon fils pose devant moi son cahier de dessin et me demande de lui dessiner un épi de blé. Je prends un crayon et lui dessine un revolver. Mon fils se moque de mon ignorance et me dit tout étonné, ne fais-tu donc pas la différence entre un épi de blé et un revolver?
Je lui réponds, écoute mon fils, je savais jadis comment était fait l'épi de blé, comment était la galette de pain, comment était la rose. Mais en ce temps métallique, où les arbres de la forêt se sont enrôlés dans la milice, où la rose est en tenue léopard, en ce temps d'épis armés, d'oiseaux armés, de culture armée, je n'achète pas une galette de pain sans y trouver un revolver. Je ne cueille pas une rose dans un bosquet sans qu'elle me menace de son arme. Je ne feuillette pas un livre dans une librairie sans qu'il explose entre mes mains. Mon fils s'assoit sur le bord de mon lit et me demande de lui réciter un poème. Je verse une larme sur l'oreiller. Il la ramasse et me dit « Mais c'est une larme, père, et non un poème. » Je lui dis « Quand tu seras grand et que tu liras la somme de la poésie arabe, tu sauras que le mot et la larme sont frères et sœurs et que le poème arabe n'est qu'une larme qui coule entre les doigts. » Mon fils pose devant moi sa boîte de couleurs et me demande de lui dessiner une patrie. Le pinceau tremble dans ma main et je fonds en larmes. C'est très beau. C'est dur. Oui, c'est dur, mais voilà, je trouvais ça touchant et malheureusement toujours d'actualité. Et c'est beau cette comparaison entre le poème et la larme. Je trouve ça vraiment beau. Très très belle métaphore, quoi. Au début, j'avais l'impression d'être dans le Petit Prince et puis pas du tout, en fait. Non, Mais en de effet, version italienne. bon, alors je vais lire un peu plus doux là maintenant. C'est un poème de Cécile Coulon, dans son dernier recueil, En l'absence du capitaine. Et voilà, je reste toujours un peu fan de Cécile Coulon, donc je continue à lire sa poésie. Cœur sur Cécile. Et donc du coup, c'est un poème qui s'intitule Que demeure. Que demeure en moi les jours de grâce, qui commençaient avec un chat étalé devant la porte dans un rayon d'été. Les nuages passaient doucement sur un village d'ici. Petite porte, étroite fenêtre et grand secret. Que demeurent en moi les baisers fous qui viennent sans prévenir, qui brûlent des langues, ouvrent des gorges, écrasent le passé avec des lèvres tendres et des beaux yeux fermés. On embrasse à pleine bouche des bouches abîmées. Que demeure en moi le souvenir des peines profondes, mais seulement leur souvenir, pour que je sache dans les grosses colères me rappeler le vrai malheur, pour que je sache dans les haines soudaines me rappeler le goût des pleurs. Je buvais mes propres larmes et j'asséchais mon âme. Que demeurent nos nuits sous un toit de ciel et d'oiseaux bleus, au-dessus des villes qui reniflent et des campagnes aux belles églises. Nous sommes si forts serrés l'une contre l'autre et ne faisons plus qu'un. À l'aube en silence, mes lignes ont rejoint celles de tes mains. Que demeure ce corps fragile, ce foin de chevelure et ces trous dans les joues. Ce poème ne parle pas de moi, il parle de nous. Oh, c'est beau. Long. Donc c'est chouette. Chouette. Je reçois Bon, alors, comme ça, je trouve. donc avec quoi je vais enchaîner du coup? Bon. Alors on a fait un on-off avec sa queue comme ça. Coucou. Bon, moi c'est encore une histoire d'enfant, mais c'est dans un beau petit recueil. En fait, c'est une collection qui se trouve en section jeunesse. Celui-là, il s'appelle Poèmes en paysage. Et en fait, c'est une maison d'édition qui s'appelle Le Port à Jauny. Et c'est super beau parce que, enfin, je sais pas si c'est la présentation. Enfin, déjà, c'est des bords arrondis. Donc des poèmes de Géraldine Heredia avec des gravures de Clotilde Staès. C'est super, enfin, c'est magnifique, c'est vraiment à découvrir et ça se trouve en section jeunesse, donc peut-être qu'il y en a qui ne penseront pas à monter chez les enfants pour trouver de la poésie, mais il y a aussi tout un rayon poésie chez les enfants avec enfin, c'est autant pour les enfants que pour les adultes et celui-là est vraiment très très beau graphiquement et les poèmes sont beaux aussi à l'intérieur évidemment. Donc ça s'appelle Corps Caillou et d'ailleurs c'est aussi, je sais pas pourquoi c'est aussi traduit en arabe, pourtant l'autrice, elle a pas l'air, enfin, elle s'appelle Géraldine Heredia, donc je sais pas très bien. J'ai pas très bien compris pourquoi c'est aussi en arabe, mais voilà. Elle est peut-être bilingue ou j'en sais rien. Ben, ça s'appelle donc Corps Caillou. Une larme au goût de brûlure, au coin de l'œil, un lourd caillou. Au fond de l'estomac, les poings serrés, l'enfant court. Au-dessus de la ville, il s'arrête. Le gris du ciel, les toits des immeubles, une voiture au loin, puis une autre, le soleil de l'hiver, le cri des corneilles, le noir de la terre. Les poings se desserrent, sur les joues, les larmes ont laissé un goût de sel.
c'est très court, mais c'était beau, je trouvais. Un peu triste, hein. Je sais pas, j'ai toutes des histoires d'enfants tristes ce matin. La métaphore des larmes ce matin, elle nous suit. Oui, je sais pas comment j'ai tiré ce fil, mais en tout cas, ouais, il y a des liens entre les choix que j'ai faits. Bon. Alors, du coup, je vais lire deux petits extraits en fait, d'un recueil de poésie qui s'intitule Frelons dans le cœur, qui a été publié chez l'Iconopop, qui publie plusieurs petits recueils de poésie de poètes et poétesses contemporaines. Et donc, là, c'est de Suzanne Roballet, Des frelons dans le cœur. Et j'ai beaucoup aimé ce recueil. Les poèmes n'ont pas de titre. Il y a aussi des photos avec des petites phrases comme ça. Et donc, du coup, une respiration dans le recueil. Et voilà. Donc, le premier, c'est un tout petit extrait, mais ça m'amusait de le lire un vendredi matin comme ça, parce qu'il me correspond vraiment bien, parce qu'il faut savoir que je commence toujours ma journée avec un mug de café. J'ai vraiment peur du jour où je devrais arrêter le café. Du jour où un vilain docteur me dira « Mademoiselle, pour votre santé et celle de votre petit cœur boiteux, il serait bon d'arrêter le grain. » Alors là, je mourrais sur le champ, je crois. C'est comme si jusqu'ici, c'est lui qui me maintenait en vie. Quand tu n'es pas là, il me reste toujours le café. J'en trouve quoi qu'il arrive. Lorsque pour te voir, j'ai beau fouiller tous les placards du monde, tu n'y es pas. Mmh. Moi, je trouvais ça trop mignon. Et alors, un Oui, tout petit peu plus long. Et quand je l'ai lu, j'ai vraiment fait ah ouais, non, j'espère qu'on me dira jamais d'arrêter le café. Avec un grand café. tu te boucheras tes oreilles si on te le dit. Non, non, c'est pas vrai. Je veux bien arrêter plein de choses, mais pas le café. Ce n'est pas une question de manger ou non. Ce n'est pas une question de à quoi je ressemble. Ce n'est pas une question de répondre, correspondre, satisfaire un idéal, ni de rentrer dans un 36, dans un 34, un taille unique, un whatever. Il est question de ma matière. C'est de l'ordre de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Il est question de la place que je prends, de ma superficie dans l'espace. Me ranger dans un coin et ne pas déranger le monde, est-ce possible? Si je suis immobile, je me sens suspendu. Mon corps est un vaisseau. Je sens le mécanisme, la carcasse, les choses à l'intérieur, qui se meuvent et turbinent, et le sang qui tournoie, et ma bouche s'articule, et mes os les uns sur les autres, avec le cœur qui bat, le cœur qui résiste. C'est la nuit, les autres dorment. Mais il faut que je parle. Je n'ai personne à qui le dire. Alors, je me le dis à moi-même. Ça existe. Ça existe encore, l'insouciance. Ça existe encore. Oh, merci. Et ça c'était de qui? Toujours Suzanne Roballet. C'est les deux dans le Ah, même tout ok. qui, quoi, qui Ah s'étendent oui, dans le tout le recueil est de Suzanne Roballet. même. Oui. C'est vraiment une espèce de recueil continu comme ça et avec des photos et tout ça. C'est très chouette. Franchement, Ah ouais, ça a l'air. je vous incite à le découvrir. C'est vraiment très chouette. Il y a même des petites comparaisons, un peu de physique quantique et tout. Donc j'ai bien aimé. Ça m'a fait penser à mon papa. Ce chercheur. Et du coup, voilà. Bon, bah, qu'est-ce que je vais lire après? Peut-être rebondir sur le café et passer à un plat suivant. Euh, Au plat de résistance. oui, je suis un peu, enfin, ceux qui me connaissent savent que je suis un peu gourmande. Alors, je suis tombée sur ce recueil qui s'appelle Poète de la bonne chair, et donc il fallait que je découvre un peu. Et donc ça, ça s'appelle Sonnet de la dinde au marron, et c'est de Raoul Ponchon. Et c'est une anthologie avec des poèmes de un peu toutes sortes de poètes de plusieurs époques différentes. Donc, sonnet de la dinde au marron. Pour faire une dinde au marron, prenez de préférence une oie. La dinde est une pauvre proie, même pour les estomacs prompts. Autant vaut, nous le déclarons, mordre dans du cheval de Troie. Quoi, votre mâchoire la broie? Allons donc, tas de fanfarons. Étonné, encore autre chose, puisque c'est de cette dinde on cause, laquelle est donc une oie, eh bien, sachez donc, bougre de Tartuffe, que cela ne gâterait rien si les marrons étaient des truffes. C'est bien, ça nous met en appétit là à 9h du matin, une petite dinde à la truffe. Oui, je me disais que c'était très... On peut manger ça à toute heure, enfin. Évidemment, pas d'heure pour manger des truffes. Oui. Bon, alors je vais enchaîner avec un poème, elle n'a rien à voir du tout avec la truffe. Mais Ah oui, ça c'était difficile d'enchaîner après la truffe. Hein. en fait, comme vous savez, ce week-end, c'est la Pride à Bruxelles. Et donc, du coup, j'avais envie de lire un petit poème que j'ai trouvé vraiment joli de Baptiste Beaulieu, que vous connaissez peut-être, qui est un médecin
français qui a plusieurs comptes Instagram et poète aussi. Et voilà, il a une vision très humaine, comme ça, et bienveillante dans le soin aussi. Et donc, il apporte beaucoup de, je pense, de douceur et un autre regard aussi sur c'est quoi être médecin et les patients, les patientes. Et je pense qu'il fait un peu bouger les lignes à son niveau et c'est chouette. Et il a aussi publié un recueil de poésie chez l'Iconopop qui s'intitule La joie et le reste. Et c'est très chouette. Et donc, c'est un poème qui n'a pas de titre. Les soirs d'été, pourquoi ce monde est un et se comporte comme un sale compressé? La réponse est simple, très simple. Dieu est un homme blanc, mince, hétéro, qui gagne bien sa vie. Un homme bien comme il faut, qui pense comme il faut penser, marche sur ses deux pieds, ignore ses privilèges et ne prend jamais le métro, en ayant soif, en ayant faim, ventre vide et peur au ventre. On n'a jamais croisé Dieu dans la rue, craché sur son passage, et dit assez fort, à lui en péter le cœur, à lui en péter les dents, comme on a pu me dire, comme on a dit à d'autres. Un truc qui reste dans la tête 20 ans après, les soirs d'hiver, les soirs d'été. Espèce de sale pédé. Voilà, mais que je trouvais. Ah, j'ai pas du tout bien entendu la fin, mais j'espère que les gens ont bien entendu. Ah mince, moi j'ai pas vu de bug, mais bon. Non, c'est pas Ouais. grave parce que comme ça laisse un petit goût trop peu et on a envie de lire le livre. Voilà, exactement. C'est vraiment chouette le livre, donc ça vaut la peine de le lire. Bon, alors moi je vais lire. Finalement, j'ai changé d'avis en cours de route. Non, mais c'est parce qu'en fonction de ce que tu lis, je rebondis ou plus ou moins. Enfin, non, mais je voulais. En fait, il y avait d'autres poèmes dans Poète de la bonne chère, mais finalement, je vais pas continuer sur la nourriture. C'est un recueil de Valérie Rousseau qui s'appelle Pas revoir et ça parle de la mort de son père et du deuil. C'est tout le recueil est sur ce thème-là. Et donc, je vais peut-être en lire un du début et un de la fin, puisque c'est une sorte de, enfin oui, c'est sur le travail du deuil, donc ça avance, quoi. Toi mourant, mens au téléphone, pernoctera pas voir papa. Le train foncé sous la pluie dure pas. Mourir mon père, ose te plaît en moi, me dépêche d'arriver. Pas mourant rire et désespérir, père infinir, lever, courir. Main montre l'heure, somme à Vierzon, dehors ça tombe des grêlons. Nous nous loupons, ça je l'ignore, pas sans Vierzon que tu es mort en cet horaire. Pas mourir, s'te plaît, infinir, jusqu'au couloir blanc d'infirmière, jusqu'à ton lit comme la loco poursuit vite vers Lyon la Pardieu. Jusqu'à ton front, c'est terminé, tout le monde dans la petite chambre, rien oublié. Donc ça, c'est le tout premier poème, un peu décousu dans l'émotion. Enfin, je trouve que ça traduit l'émotion de, on ne sait pas ce qui se passe quand la mort de quelqu'un nous tombe sur la tête. Et puis, au milieu, on trouve, ce n'est toujours pas toi ce cadavre, comme si toi, tu aurais tenu en place, comme ça, comme si tu ne savais plus dire bonjour, toi si courtois. Et si gracieux, mon père, qu'on te reconnaît au sourire. Ce n'est toujours pas toi ce visité qui n'offre rien à boire, ne dit pas de s'asseoir, toi si civil hospitalier. Pas toi, c'est trop mal imité. Et puis ça fait vers la fin, on trouve les yeux tout sales et les doigts froids. Ce matin, j'ai été mal aimable avec la factrice, à vélo dans ma chemise de nuit. Ma surprise, son coup de sonnette, net à présent débarbouillé dans le soleil. J'admire les tulipes finissantes et la pivoine en beau bouton. Et la pivoine en beau bouton qui recommence, je n'écrirai plus à mon père, dessous la terre comme un oignon. Voilà. Après, entre les deux, il y a tout un chemin sur ce travail de deuil. Bon, je finis pas sur un truc rigolo, mais voilà, c'est Valérie Rousseau. J'en ai encore deux, un triste et un gai, parce que je voulais terminer sur un super gai. Ah, bonne idée. Parce que moi, j'ai un truc plombant. Vas-y. Alors, donc, là, ici, j'avais envie de lire un petit, pas très gai celui-là, mais je le trouvais très beau, un Joël Sambi, dans son recueil Caillasse. Et elle l'a joué d'ailleurs au National hier. Enfin voilà, nous on avait une papote littéraire à la bibliothèque, du coup on ne pouvait pas y être, avec Lisette Lombé qui faisait aussi son spectacle poétique. Donc voilà, je pense que
Si vous vivez en Belgique, n'hésitez pas à aller voir les performances de Lisette Lombé, Joël Sambi et toutes les autres slameuses et slameurs. Parce qu'il y a vraiment de la poésie de qualité, des spectacles poétiques de qualité à Bruxelles et ailleurs aussi. On a de la chance, profitons-en. Et donc, c'est un poème qui s'intitule Regarde. Écrase la peine, torture-la, triture les passions et dissèque ton âme. Explose, expose ce qu'il te reste d'humain et de fierté. Dégage le cœur de ses lambeaux. Regarde, ça fait des reflets brillants sur les murs gris de la ville. Piétine la rétine de l'œil innocent. Évacue les choses et les souvenirs. Tout ce qui te rappelle un autre monde. Tout ce qui lui ressemble bien trop. Tout ce qui est trop proche de tes rêves et de tes idéaux de merde. Lèche le sucre des doigts. Ceux-là même qui trancheront d'un geste vif et en serreront bien fort ta gorge le moment venu. Efface le parfum des lèvres et avec lui la tendresse. Des matins à attendre un regard ouvert sur le tien. Rien n'est bon, rien n'est pire ou moins bien. Après tout, l'amour n'existe pas. C'est juste vaporeux, évanescent. Nous sommes ce que nous sommes. Des petits êtres étroits qui ont créé des mondes, inventé des univers par la simple force de nos rêves amoureux. Nous pensons franchir des océans les plus brutaux grâce au rythme de nos cœurs qui battent la chamade. Nous peignons les cheveux de l'avenir, sauf que l'avenir se balade au fond des mers, il crève dans un camion, il brûle dans un désert, et la force de notre petit bonheur ne changera rien à la course du monde. Dieu n'existe pas, pas pour les tracas des cœurs brisés. Que reste-t-il alors? D'étroits couloirs à traverser et des murs à raser de plus près. Ne reste que le temps à attendre que passe l'envie de te voir flotter au-dessus de ton propre corps. Dieu n'existe pas. Il n'a pas ta rage, ne connaît pas ta colère, n'a souffert aucune passion. La seule preuve de ton existence, c'est la douleur, sourde, qui te tord les reins. La seule preuve de ton passage, c'est qu'à présent, tu es bel et bien morte, inerte, définitivement éteinte. L'amour n'existe pas. Et arracher le ciel pour l'offrir dans une petite boîte ne suffit pas. Aimer, c'est idolâtrer nos propres faiblesses, construire son malheur, bâtir des contradictions. Découvrir enfin que l'on n'invente rien. Rien d'autre qu'une crème glacée qui a le parfum et la couleur de milliers d'autres. Aimer, c'est détruire un instant la forteresse des ennuis. C'est lancer des flèches aux ennemis qui dessinent pour nous ce qui doit être fait, ce qui doit être dit. C'est refaire le même trajet. La sempiternelle transhumance vers l'absurde. Ça vaut certainement le coup. Ça vaut certainement la peine. Finalement, ta douleur n'a de sens que si ce vieil amour est bien plus exceptionnel que des dessins tripés sur un sac Ikea. Chouette. Petit poème amoureux désabusé comme ça. Oui, ouais. Oui, c'est pas si. Enfin. Non, c'est quand même assez dynamique en tout cas. Je trouve. Oui. Mais bon, t'en avais encore un autre ou pas? Je sais pas. Mais j'hésitais. Oui, allez, soyez. Encore un petit pour la... Ça s'appelle Le Repas. Finalement, c'est pas encore une histoire de. Enfin, si, c'est une histoire de nourriture sans en être, mais c'est de Guillaume Apollinaire. Mais c'est aussi pas très joyeux. Je sais pas. C'est des trucs un peu misérables ce matin, mais bon. Le repas. Il n'y a que la mère et les deux fils. Tout est ensoleillé. La table est ronde. Derrière la chaise où s'assied la mère, il y a la fenêtre d'où l'on voit la mer briller sous le soleil. Les capes au feuillage sombre des pins et des oliviers, et plus près les villas aux toits rouges où fument les cheminées. Car c'est l'heure du repas. Tout est ensoleillé et sur la nappe glacée, la bonne affairée dépose un plat fumant. Le repas n'est pas une action vile, et tous les hommes devraient avoir du pain. La mère et les deux fils mangent et parlent, et des chants de gaieté accompagnent le repas, les bruits joyeux des fourchettes et des assiettes, et le son clair du cristal des verres. Par la fenêtre ouverte viennent les chants des oiseaux. Dans les citronniers et de la cuisine arrive la chanson vive du beurre sur le feu. Un rayon traverse un verre presque plein de vin mélangé d'eau. Oh, le beau rubis que font du vin rouge et du soleil, quand la faim est calmée, les fruits gais et parfumés. Termine le repas. Tous se lèvent joyeux et adorent la vie. Sans dégoût de ce qui est matériel, songeons que les repas sont beaux, sacrés, qui font vivre les hommes. Ah, mais non, c'est joyeux, en fait. Qu'est-ce que j'ai confondu avec un autre que j'avais choisi? Non, ça va. En fait, c'est pas si misérable. Non, c'était plutôt un repas joyeux. J'ai confondu.
Tout le monde est content et a l'air d'avoir bien mangé, le beurre fondu. Voilà, on est content d'être ensemble. C'est vrai que on apprécie d'autant plus qu'on a dû être tous un peu séparés les uns des autres pendant un moment, des choses simples, d'être ensemble à table, par exemple. Non? Alors du coup, si jamais vous voulez bien, pour terminer ce réveil poétique, terminer sur une petite note vraiment joyeuse et positive. Et donc, c'est un extrait de À 5 ans, je suis devenue terre à terre de Jeanne Chéral, où elle prend un mot et alors elle le dissèque et elle dit ce que ce mot évoque pour elle. Et là, c'est le mot cercle. C'est un mot énigmatique. Il est si délicat qu'il s'offre à l'oreille en corolle pour se replier aussitôt sur lui-même en opérant un rapide tour de clé, ni vu ni connu. Il est à la fois ouvert et fermé, vide et plein, généreux et réservé, accueillant et secret. L'idéal étant d'en faire partie sans pour autant s'en vanter. Appartenir au premier cercle, au cercle des initiés, c'est avoir une légère longueur d'avance sur les autres diamètres. Inutile de chercher une alternative à cercle. Sa vertu souveraine s'anéantirait d'elle-même si l'on parlait par exemple du rond des poètes disparus. Au-delà de son mystère, c'est la plénitude et la perfection de sa géométrie qui m'attache à lui. On pourrait l'opposer à triangle, qui est si désagréable en bouche, puisqu'il évoquera aux esprits les plus vicelards, dont le mien, un crachat suivi d'un étranglement. Bas en haut, le triangle place, soumet, organise et domine. Merci bien. Le cercle, au contraire, rassemble, unifie, harmonise, équilibre et caresse. Envisager le monde à l'aune du cercle pourrait bien être un futur possible, une tentative salutaire de repousser l'effondrement. Mais d'où vient ce ton professoral? J'ai soudain des picots de honte qui me parcourent les bras, tant la solennité de ce que je viens d'écrire m'agace. Suffit. L'autre jour, j'écoutais Gloria Steinem, cette immense militante féministe américaine, parler du combat de sa vie. Et au milieu de l'interview, elle fit justement, de manière bien plus poétique et prophétique que j'ai vainement tenté de le faire, cette analogie entre géométrie et philosophie. Je la cite. Nous cherchons à créer une société qui serait un cercle, pas une pyramide. Nom d'un chien galeux, me suis-je laissé aller à jurer comme un vieux maréchal Ferrand. C'est qu'est-ce que je voulais dire? La pyramide est l'exact opposé de la figure enveloppante du cercle, limpide. Pour Gloria Steinem, les hommes cherchent depuis toujours à dominer la nature, comme ils cherchent à dominer les femmes, dans un mouvement de hiérarchie qui est, lui, tout à fait contre nature. Galvanisée par ce que je veux entendre, je me suis mise alors à divaguer en toute impunité, les yeux perdus dans le plafond lépreux. Être humain, n'est-ce pas être reliés les uns aux autres par la rondeur de la terre, le cycle des saisons, le mouvement des marées, les tourbillons du vent, les entrelacs des forêts et la course circulaire des nuages? N'est-ce pas faire corps avec la nature, comme on entoure de ses bras un enfant ou un tronc d'arbre, et non pas se situer, petit bonhomme prévisible et dévastateur, au sommet d'une pyramide en prétendant tout posséder? Être humain, finalement, n'est-ce pas tout simplement faire partie du cercle? Voilà. C'est un poème plein d'espoir. Exactement. Le grand cercle de l'humanité. Voilà, donc on a du travail pour arriver à ce que tout devienne cercle et plus pyramide. Exactement. Alors, au boulot. Au boulot tout le monde. Justement, on va s'y remettre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'était très chouette de lire de la poésie. Et donc, on reprend donc comme d'habitude. Oui. Et on un joyeux vendredi et un merveilleux week-end à chacun et chacune. Oui, à bientôt. Hein, quand il y en aura une autre qui est occupée, là, je remplace Noémie qui est occupée à préparer la remise des prix du concours d'écriture qu'on fait chaque année. Donc, si vous avez envie de participer l'année prochaine, cette année c'était Utopie dystopie, mais chaque année le thème change. Et donc là, elle est occupée à préparer ça. Et donc moi, de temps en temps, je m'immisce et c'est très gai. Merci pour ce moment, Céline. Merci à toi, Pauline, pour la poésie gourmande. Bon, je suis démasquée, je crois. Mais c'est chouette. En tout cas, merci à tout le monde et à bientôt. Et puis, voilà. Passez une belle journée. Lisez à lire de la poésie, oui. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.